Traducteur, Mathieu Panicucci. Relecteur, Éric Vautier. L'un de mes plus vieux souvenirs est celui où j'essaie en vain de réveiller l'un de mes proches. Je n'étais qu'un enfant, je ne comprenais pas pourquoi. Mais en grandissant, j'ai compris que ma famille avait des problèmes d'addiction, y compris une dépendance à la cocaïne. J'y ai beaucoup pensé dernièrement, en partie parce que ça fait pile 100 ans que les drogues ont été interdites aux USA et en Grande-Bretagne. Nous l'avons ensuite imposé au reste du monde. Ça fait un siècle qu'on a pris cette décision fatidique de punir les toxicomanes, de les faire souffrir. Parce que nous croyions que ça les dissuaderait, que ça les motiverait pour s'arrêter. Il y a quelques années, je pensais à des toxicomanes que j'aime. Je tentais de trouver un moyen de les aider. Il y avait beaucoup de questions élémentaires, auxquelles je n'avais pas les réponses. Quelle est la cause réelle de la dépendance? Pourquoi continuons cette méthode qui ne semble pas marcher? Et y a-t-il une meilleure solution à essayer à la passe? J'ai lu beaucoup sur ce sujet. Et je ne trouvais pas les réponses que je cherchais. Je me suis dit, je vais rencontrer des gens dans le monde qui ont vécu et étudié le sujet. Je vais leur parler et voir si je peux apprendre d'eux. Je ne réalisais pas encore que j'allais faire plus de 48 000 km. Mais j'ai fini par y aller et rencontrer beaucoup de gens. D'un dealer de crack transgenre à Brownsville, Brooklyn, à un scientifique qui nourrit des mangoustes avec des hallucinogènes, pour voir si elles aiment ça. Il s'avère que oui, mais dans des conditions très spécifiques. Au seul pays qui ait jamais décriminalisé toutes les drogues, du cannabis au crack, le Portugal. Ce que j'ai réalisé et qui m'a vraiment sidéré est, presque tout ce que nous croyons savoir sur la dépendance est faux. Et si nous commençons à assimiler les nouvelles preuves, nous allons devoir changer bien plus que nos lois sur les drogues. Mais commençons avec ce que nous croyons savoir, ce que je croyais savoir. Pensons à ce rang du milieu, ici. Imaginons que vous tous, depuis 20 jours, consommez de l'héroïne 3 fois par jour. Cette perspective en réjouit certains plus que d'autres. Rire. Ne vous inquiétez pas, c'est un exercice mental. Imaginons que vous faisiez ça, d'accord? Que se passerait-il? Pendant un siècle, on nous a rabâché une certaine histoire. Nous pensons, parce qu'il y a des hameçons chimiques dans l'héroïne, parce que vous en prenez depuis un moment, que votre corps deviendrait dépendant. Vous commenceriez à en avoir physiquement besoin. Et à la fin de ces 20 jours, vous seriez tous accros à l'héroïne. C'est ce que je pensais. La première fois que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas avec ça a été lorsqu'on me l'a expliqué. Si, en sortant d'ici, une voiture me renverse et me casse la hanche, je serai conduit à l'hôpital où l'on me donnera des tonnes de diamorphine. La diamorphine, c'est de l'héroïne. Cette héroïne est bien meilleure que ce que vous trouvez dans la rue. Ce que vous achetez au dealer est contaminé. Il y a peu d'héroïne, alors que ce que le docteur vous donne est médicalement pur. Et on vous en donnera pendant assez longtemps. Il y a des tonnes de gens ici. Vous ne l'avez peut-être pas réalisé, vous avez pris beaucoup d'héroïne. Et pour ceux qui nous regardent, je vous assure que c'est vrai. Et si ce que nous croyons sur la dépendance est vrai, ces gens sont exposés à ces hameçons chimiques. Que devrait-il se passer? Ils devraient devenir accros. Ça a été très soigneusement étudié. Or, vous l'aurez remarqué, si votre grand-mère s'est fait remplacer la hanche, elle n'est pas sortie accro. Rire. Et quand j'ai su ça, c'était si étrange pour moi. Ce qu'on m'avait dit, tout ce que je croyais savoir. Je pensais que c'était faux. Jusqu'à ma rencontre avec Bruce Alexander. Il est prof de psychologie à Vancouver, et a mené une expérience incroyable, qui nous aide vraiment à comprendre ce problème. Le professeur Alexander m'a expliqué que l'idée de la dépendance que nous avons tous en tête vient en partie d'une série d'expériences, conduites au début du XXe siècle. Ce sont des expériences très simples. Vous pouvez les faire chez vous si vous vous sentez un peu sadique. Prenez un rat, mettez-le dans une cage et donnez-lui 2 bouteilles d'eau. Une avec seulement de l'eau, et l'autre avec de l'eau mélangée à de l'héroïne ou de la cocaïne. Si vous faites cela, le rat préférera presque toujours l'eau droguée. Et presque toujours, il se tue assez rapidement. Vous voyez, c'est ainsi que nous pensons que ça marche. Dans les années 70, le professeur Alexander étudie cette expérience. Et remarque quelque chose, il a dit, nous mettons le rat dans une cage vide. Il n'a rien à faire à part prendre ses drogues. Essayons quelque chose de différent. Le professeur Alexander a construit une cage appelée Rat Park, qui est l'équivalent du paradis pour les rats. Ils ont des tonnes de fromage, des tonnes de boules de couleur, des tonnes de tunnels. Surtout, ils ont plein d'amis et ont plein de rapports sexuels. Ils ont les 2 bouteilles d'eau, l'eau normale et l'eau droguée. Voici ce qui est fascinant. À Rat Park, ils n'aiment pas l'eau droguée. Ils ne la consomment presque jamais. Aucun d'entre eux ne la consomme de façon compulsive. Aucun ne fait d'overdose. On va de presque 100% d'overdose lorsqu'ils sont isolés.
À 0% d'overdose lorsqu'ils ont une vie heureuse et sociale. Lorsqu'il a vu ça, le professeur Alexander s'est dit. Peut-être c'est juste un truc avec les rats, ils sont différents de nous. Peut-être pas aussi différents qu'on le voudrait, mais bon. Heureusement, une expérience humaine, basée sur le même principe se déroulait au même moment. Ça s'appelait la guerre du Vietnam. Au Vietnam, 20% des troupes américaines consommaient beaucoup d'héroïne. Et si vous regardiez les informations de l'époque, ils étaient très inquiets parce qu'ils pensaient, mon Dieu, on va avoir des centaines de milliers de junkies dans les rues des USA. Lorsque la guerre s'arrêtera, c'était logique, ces soldats qui prenaient de l'héroïne ont été suivis à leur retour. Les archives de la psychiatrie ont fait une étude très détaillée. Que leur est-il arrivé? Ils ne sont pas allés en cure de désintox et n'ont pas connu de manque. 95% d'entre eux ont tout simplement arrêté. Si vous croyez à la théorie d'un hameçon chimique, ça n'a aucun sens, mais le professeur Alexander a commencé à penser qu'il y aurait une autre théorie sur l'addiction. Il a dit, et si l'addiction n'a rien à voir avec les crochets? Et si la dépendance avait à voir avec une cage? Et si la dépendance était une adaptation à un environnement? À ce sujet, il y avait un autre prof, Peter Cohen, aux Pays-Bas, qui a dit, peut-être ne devrions-nous pas l'appeler addiction. Peut-être plutôt, attachement. Les êtres humains ont un besoin naturel et inné de se lier. Lorsque nous sommes heureux et en bonne santé, nous nous lions et nous connectons avec autrui. Mais si vous ne pouvez pas faire ça, parce que vous avez été traumatisé, isolé ou écrasé par la vie, vous allez vous lier avec quelque chose qui vous procurera du bien-être. Ça pourrait être le jeu, la pornographie. Ça pourrait être la cocaïne, le cannabis. Mais vous allez vous lier à quelque chose parce que c'est notre nature. C'est ce que nous voulons en tant qu'être humain. Au départ, j'ai trouvé ça assez difficile à cerner. Mais une chose qui m'a aidé à y réfléchir. À côté de ma chaise, j'ai une bouteille d'eau, n'est-ce pas? Je vous regarde, et beaucoup d'entre vous ont des bouteilles d'eau. Oubliez les drogues et la guerre des drogues. Légalement, toutes ces bouteilles pourraient être des bouteilles de vodka, d'accord? Nous pourrions tous être en train de nous saouler, rire. Mais nous ne le faisons pas. Parce que vous avez pu payer la petite fortune que coûte l'entrée à un TED Talk, je pense que vous pouvez vous permettre de boire de la vodka pendant les 6 prochains mois. Vous ne finiriez pas à la rue. Vous ne le ferez pas, et la raison pour laquelle vous ne le ferez pas n'est pas parce que quelqu'un vous en empêche, mais à cause des liens, des connexions, pour lesquels vous voulez être présent. Vous avez un travail, des gens que vous aimez. Vous avez des relations saines. Et le cœur de la dépendance. J'en suis venu à penser, et je crois que les preuves vont dans ce sens. Et de ne pas pouvoir supporter d'être présent dans sa vie. Ceci a des implications très importantes. Les implications les plus évidentes sont pour la guerre contre la drogue. En Arizona, j'ai accompagné un groupe de femmes à qui l'on faisait porter des t-shirts disant « J'ai été toxicomane ». Sortaient enchaînées et creusaient des tombes pendant que le public les huait. Et quand ces femmes sortiront de prison, elles auront un casier judiciaire. Ce qui signifie qu'elles ne seront plus dans l'économie légale. Le cas de la chaîne de Força, c'est un exemple extrême. Mais en vérité, presque partout dans le monde, on traite les toxicomanes plus ou moins comme ça. Nous les punissons, les humilions. Nous leur donnons des casiers judiciaires. Mettons des barrières à leur reconnexion. Un docteur au Canada, Dr Gabor Maté, un homme incroyable, qui m'a dit, si vous vouliez créer un système qui aggraverait la toxicomanie, vous créeriez ce système. Il y a un endroit qui a décidé de faire l'exact contraire. Et je suis allé voir comment ça marchait. En 2000, le Portugal avait le pire problème de drogue en Europe. 1% de la population était accro à l'héroïne, ce qui est assez stupéfiant. Et ils essayaient de régler de plus en plus le problème à l'américaine. Ils punissaient, stigmatisaient, humiliaient les gens. Et chaque année, le problème empirait. Un jour, le Premier ministre et le chef de l'opposition se réunirent. Et en gros on dit, on ne peut pas vivre dans un pays où l'addiction à l'héroïne augmente constamment. Créons un groupe de scientifiques et de docteurs pour comprendre ce qui pourrait régler le problème. Ils ont créé ce groupe mené par un homme formidable, Dr Joao Goulao, pour étudier tous ces nouveaux faits. Leurs conclusions ont été: décriminalisons toutes les drogues, du cannabis au crack, mais... Et c'est l'étape suivante cruciale. Prenez tout l'argent que l'on dépensait pour sevrer les toxicomanes, pour les déconnecter. Et à la place, dépensons-le pour les reconnecter à la société. Ce n'est pas ce qui vient spontanément à l'esprit. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, alors oui, ils proposent des cures. Ils pratiquent la thérapie psychologique. Mais la chose la plus importante était tout le contraire de ce qu'on fait. Un programme gigantesque de création d'emplois, ainsi que des micro-prêts réservés aux ex-accros. Disons que vous étiez mécanicien. Lorsque vous êtes prêt, ils vont voir un garage et disent: si vous l'employez pour 1 an, nous paierons la moitié de son salaire. Le but était de s'assurer que chaque toxicomane ait quelque chose qui le motive. Lorsque j'y suis allé et que j'ai vu les toxicomanes au Portugal,
Ce qu'ils ont dit, c'est qu'en redécouvrant un sens à leur vie, ils redécouvraient des liens et des relations. Ça fera 15 ans cette année que l'expérience a débuté, et les résultats sont là. L'injection de drogue est en baisse au Portugal, selon le British Journal of Criminology. De 50%, la moitié. L'overdose est en baisse massive, le VIH est en baisse entre les toxicomanes. La dépendance a baissé de façon significative. Pour savoir que ça a bien marché, il suffit de voir que presque personne là-bas ne veut revenir à l'ancien système. Ce sont les implications politiques. Je crois vraiment qu'il y a des implications en dessous de ça. Nous vivons dans une culture où les gens se sentent de plus en plus vulnérables à toutes sortes de dépendances, que ce soit au smartphone, au shopping ou à la nourriture. Avant que ces conversations ne débutent, vous savez ça, on nous a interdit d'avoir nos smartphones allumés. Et je dois dire, beaucoup d'entre vous ressemblaient à des toxicomanes à qui on avait dit que leur dealer ne serait pas disponible. Pendant 2 heures, rire. Beaucoup d'entre nous ressentent ça, et ça peut être bizarre. J'ai dit que la déconnexion est la cause majeure de l'addiction. Et bizarrement ça augmente, alors que notre société n'a jamais été aussi connectée. Mais j'ai commencé à croire que les connexions que l'on a, ou que l'on pense avoir, sont une sorte de parodie de l'expérience humaine. Si vous avez une crise dans votre vie, vous remarquerez une chose. Ce ne sera pas ceux sur Twitter qui viendront s'asseoir avec vous. Ce ne sera pas vos amis de Facebook qui vous remettront sur pied. Ce sera ceux en chair et en os avec qui vous avez un lien profond, nuancé et texturé en face à face. J'ai entendu parler d'une étude de Bill McKibben, écrivain environnementaliste, qui, je crois, en dit long de ce phénomène. Il a regardé le nombre d'amis proches que l'Américain moyen croit pouvoir appeler en cas de crise. Ce nombre baisse régulièrement depuis les années 50. Le taux de surface habitable qu'un individu possède chez lui augmente de façon constante. Et je crois que c'est métaphoriquement le choix de notre culture. Nous avons troqué la surface contre des amis, des choses contre des liens sociaux. La conséquence, notre société est l'une des plus solitaires qui ait existé. Bruce Alexander, qui a fait l'expérience du Rapark, dit que nous parlons tout le temps du rétablissement individuel. Et c'est juste de parler comme ça. Mais nous devrions parler de la guérison sociale. Nous avons mal tourné, pas seulement au niveau individuel mais aussi en groupe. Et nous avons créé une société où, pour la majorité, la vie ressemble bien plus à cette cage isolée, et bien moins à Rapark. Si je suis honnête, ce n'est pas la raison pour laquelle je m'y suis intéressé. Je ne cherchais pas à découvrir l'aspect politique, l'aspect social. Je voulais savoir comment aider les gens que j'aime. Et quand je suis revenu de ce long périple, que j'avais appris tout ça, j'ai regardé les toxicomanes dans ma vie. Et si vous êtes très sincère, c'est dur d'aimer un toxicomane. Il y a beaucoup de gens qui savent ça dans cette pièce. Vous êtes tout le temps en colère. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles ce débat est si lourd, c'est parce qu'il touche au cœur chacun d'entre nous, non ? Chacun a une part de lui qui regarde un toxicomane et pense qu'il voudrait qu'on l'en empêche. Et ces histoires qu'on nous raconte pour gérer les toxicomanes dans nos vies sont caractérisées par l'émission de télé-réalité Intervention. Je crois que nos vies sont définies par la télé-réalité, mais c'est un autre TED Talk. Si vous avez vu l'émission, c'est un postulat plutôt simple. Prenez un toxico et toutes ses connaissances, rassemblez-les, confrontez-les avec ce qu'ils font, dites-leur de se reprendre en main. Sinon on coupe les ponts. Ils prennent les relations des drogués. Ils les menacent, les rendent contingentes au comportement des toxicomanes. Et j'ai commencé à réfléchir, à voir pourquoi cette approche ne marche pas. C'est presque comme importer la logique de la guerre contre la drogue dans nos vies privées. Alors j'ai pensé, comment pourrais-je être portugais ? Ce que j'ai essayé de faire, je ne vous dis pas de le faire constamment. Je ne peux pas dire que c'est facile. Et de dire aux dépendants dans ma vie que je veux approfondir notre connexion. Leur dire, je t'aime, que tu consommes ou non. Je t'aime, peu importe ton état. Si tu as besoin de moi, je viendrai m'asseoir avec toi. Parce que je t'aime et je ne veux pas que tu sois seul. Ou que tu te sentes seul. Et je crois que le cœur de ce message, vous n'êtes pas seul, nous vous aimons, doit être à chaque étape de notre réaction face aux toxicomanes. Socialement, politiquement et individuellement. Nous avons chanté des chants de guerre à propos des toxicomanes pendant 100 ans. Je crois que, depuis le début, nous aurions dû leur chanter des chansons d'amour. Parce que le contraire de la dépendance n'est pas la sobriété. Le contraire de la dépendance est la connexion. Merci. Applaudissements.